Je vous propose de faire un petit point sur la marche du monde en montant sur la colline stratégique, loin du fracas des opérations qui se passent aujourd'hui en Ukraine et loin des conséquences graves de la crise du Covid que nous venons de subir. Je voudrais vous proposer un diagnostic en stratégiste. Le stratégiste, c'est celui qui prend de la hauteur et qui essaie de comprendre la marche du monde. Ouais, mon diagnostic actuel est assez simple. Nous vivons en fait la fin d'un cycle historique occidental dont la donne a gouverné le monde pendant très longtemps, pendant plus de 50 ans, à la fin de la guerre froide. Et à la fin de cette guerre froide, nous sommes entrés en fait dans une sorte de grande friche stratégique où les règles du jeu ont changé et où nous avons eu du mal à trouver un point d'équilibre. Ce point d'équilibre, nous n'allons pas le trouver avant longtemps, je pense, et donc il faut nous préparer à une transition qui va être longue, une transition stratégique de la planète qui va durer, car l'humanité reste en pleine expansion et la planète va continuer de se remplir et de se recomposer avec des règles nouvelles. Pour cela, je vous propose simplement d'examiner quelques points. Les premiers points sont les trois défis majeurs que nous avons à relever et puis quelques inconnus qui structurent notre avenir. Ces trois défis, vous les connaissez bien, ce sont des défis simples, ce sont la démographie, ce sont l'exigence écologique et puis la redistribution générale des marchés. La révolution démographique d'abord qui restructure complètement la planète, c'est l'élément de fluidité stratégique actuelle. Cette révolution démographique, eh bien, elle est considérable et même elle est presque unique dans l'histoire de l'humanité puisque depuis que je suis né, la population de la planète a triplé. C'est une chose qui ne s'est jamais produite et bien sûr ça a introduit des tas d'éléments en matière géopolitique et géoéconomique. C'est quelque chose qu'il faut garder en permanence en mémoire. Nous sommes aujourd'hui plus de 8 milliards d'habitants au début 2022. C'est quelque chose d'absolument unique. Je n'insiste pas, mais gardez toujours en mémoire cette idée que nous sommes dans un flux nouveau de démographie qui crée des pleins et des vides. Le deuxième défi que nous avons relevé, c'est l'exigence écologique. À l'évidence, depuis Copenhague 2010, nous avons compris que le réchauffement climatique allait structurer notre avenir et cela introduit deux grandes vibrations dans notre réflexion. La première, c'est le risque de manquer. On a l'impression qu'on va manquer. Puis, une mise en doute du progrès indéfini de la science pour pouvoir conduire la marche en avant de l'humanité. Et donc, ces deux vibrations sont importantes et aujourd'hui sont en train de modifier profondément notre avenir, en tout cas notre regard sur l'avenir. Le troisième défi que nous avons relevé, bien sûr, c'est une conséquence des deux autres. C'est la redistribution générale des marchés qui sont devenus étroitement corrélés à la question démographique et à la question écologique, avec des marchés massifiés, financiarisés, parfois même déshumanisés et criminalisés. Et cette question des marchés va créer un grand bazar commercial qui alimente, je dirais, la grande chaudière de la mondialisation. Et nous sommes un peu à la fin d'un cycle d'une mondialisation heureuse et nous observons des divergences dans les comportements des uns et des autres qui amènent à une sorte de difficulté, peut-être de fracturation, de fragmentation stratégique. Voilà pour ces trois défis, vous les connaissiez, mais je voudrais maintenant peut-être faire remarquer qu'il en résulte une forte pression stratégique sur la planète avec des frictions conflictuelles nouvelles, parce que chaque État, chacun des grands ensembles étatiques est aujourd'hui confronté à des compétitions graves, non seulement avec ses voisins qui ne vivent pas ces trois défis de la même façon, mais également avec des nouveaux opérateurs qui sont venus sur le marché, j'allais dire, imposer leurs idées. Ce sont les GAFAM, ce sont les grands opérateurs mondiaux qui sont devenus les concurrents des États. Et donc, au fond, on a une planète aujourd'hui qui est séparée en trois parties, des États installés, qui sont ceux de l'OCDE en général, et qui maîtrisent le monde, et qui veulent freiner la marche du monde pour pouvoir garder leurs avantages concurrentiels acquis depuis 2 siècles, et puis des États qui émergent et qui veulent trouver leur part de gouvernance, et qui contestent ce siècle ou ces siècles occidentaux et qui veulent retrouver leur part de liberté, et puis des opérateurs qui sont en concurrence avec les deux, qui sont des opérateurs transversaux. Retenons ça. Et tout ceci nous invite à regarder de plus près les choses importantes qui sont ces grandes inconnues structurantes. Il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses qui vont structurer notre avenir et qu'on ne connaît pas encore. Et je voudrais simplement vous faire observer qu'il y a 4 grandes inconnues. En fait, ces 4 inconnues structurantes reposent toutes sur des surchauffes. Et je voudrais vous indiquer qu'il y a là 4 surchauffes que j'observe. La surchauffe institutionnelle d'Europe, la surchauffe de leadership des États-Unis, la surchauffe de développement de la Chine et la surchauffe démographique africaine. Donc tout cela, il faut l'avoir bien en tête. Je vais simplement vous les citer, vous pourrez les analyser vous-même de votre côté. La surchauffe de l'Union européenne, nous la voyons aujourd'hui avec la crise que nous vivons et la difficulté qu'a l'Europe à trouver son chemin dans cette situation.
Et donc il y a aujourd'hui une grande difficulté à organiser l'avenir avec une Europe qui est divisée en 4 parties, et ceci est important pour l'avenir. Nous avons une deuxième inconnue structurante, c'est celle des États-Unis, avec un leadership qui est devenu totalement erratique depuis 3 ou 4 présidents, et on ne sait plus très bien si ce leadership est assumé ou s'il est dénié, ou si on se replie sur les intérêts américains. Au fond, depuis George W. Bush jusqu'à Joe Biden, on ne sait plus très bien ce que veulent les États-Unis de l'avenir du monde. La troisième inconnue, c'est bien sûr la Chine. La Chine qui est en surchauffe de développement, la Chine qui est devenue l'usine du monde, la Chine qui s'affirme de plus en plus pour imposer non pas son modèle, mais sa masse qui structure tous les marchés, qui structure aussi toutes nos réflexions, car la Chine possède une des clés de l'avenir du monde. La Chine qui a pris essaye de prendre le meilleur de l'Occident pour garder le meilleur de la Chine sur la formule de Deng Xiaoping. La dernière inconnue qui est importante pour nous, c'est le continent africain. Qu'est-ce qu'il va en advenir? Le continent africain va doubler sa population bientôt, et en doublant sa population, nous pose un énorme problème de savoir comment on va participer à son développement, et c'est une question de surchauffe démographique qui est aujourd'hui extrêmement inquiétante. Alors, quand on a fait ce tour d'horizon, on voit bien que donc des 3 défis, 4 inconnus, on a aussi devant nous des facteurs de puissance qui ont évolué. La guerre a changé, la guerre est devenue beaucoup plus économique que militaire, même si nous avons un accident aujourd'hui d'une guerre hybride menée par la Russie à l'Ukraine qui vient de déboucher sur un conflit ouvert. C'est une espèce de réminiscence du passé. Nous sommes là assez inquiets de voir ce qui va se passer. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un prémisse d'une situation nouvelle? Eh bien, l'histoire le dira. Nous devons nous préparer en tout cas à bien comprendre ces phénomènes. Alors, le phénomène guerre s'est aussi déplacé vers des frictions dans d'autres domaines, les domaines très fluides que nous connaissons, dans lesquels il y a des compétitions, et ces compétitions sont assez simples. Ce sont les domaines fluides de la souveraineté mondiale, qui sont des domaines tout à fait nouveaux, les espaces monétaires, les espaces océaniques, les espaces sidéraux, le cyber, hein, les espaces culturels, juridiques, les espaces normatifs. Tout ceci sont des espaces où les frictions sont infiniment développées et où les acteurs que j'ai cités, les 3 grands acteurs, sont en train d'essayer de prendre le dessus. Alors, face à tout cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire tout simplement un travail de réflexion, de planification stratégique. Et pour ça, je voudrais vous proposer une petite réflexion sur cette obligation que nous avons aujourd'hui d'avoir une grande stratégie pour structurer notre avenir. Et cette grande stratégie, c'est tout l'art du stratégiste de vous la proposer, de la développer. Je crois que très simplement, nous avons à aligner ou à composer 6 facteurs que je voudrais vous citer pour conclure de ma petite réflexion sur la marche du monde. Une grande stratégie, c'est une combinaison d'un certain nombre de domaines qu'il faut hiérarchiser correctement face aux événements que nous avons à vivre. Le premier facteur, c'est défendre nos intérêts. Défendre nos intérêts, c'est accorder une place prépondérante à la satisfaction des besoins nationaux et les faire prévaloir sur toute autre forme d'entreprise politique. Là est le fondement et la légitimité de la dévolution démocratique. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est exercer nos responsabilités. Nos responsabilités, c'est endosser toute l'histoire et toute la géographie de notre pays. C'est accorder une grande attention aussi à nos voisinages. Et c'est se montrer, selon la formule, fidèle en amitié, fiable en alliance, respectueux des autres, généreux, assidu à la cause de la paix. C'est la clé de la respectabilité internationale de la France, et nous devons y faire attention. Le troisième facteur est assumer ses valeurs. C'est faire vivre celles que la nation a distillées tout au long de son histoire. C'est ne jamais y déroger, être fidèle à cette marche du monde dans laquelle la France se développe et s'est développée tout au long de son histoire. Je crois que c'est un point important. Là est la clé aussi, c'est la part essentielle, j'allais dire, de l'identité de la France et de son autorité morale en Europe et dans le monde. Le quatrième facteur, c'est maîtriser ces espaces de souveraineté. Maîtriser ces espaces de souveraineté, mais pour ça, il faut d'abord les définir et avec une précision suffisante pour pouvoir entreprendre de les garder et aussi de les mettre en corrélation avec ses voisins. C'est quelque chose de difficile parce qu'il y a à les protéger des convoitises, il y a aussi à les protéger des ingérences. Il faut les consolider activement avec ceux d'entre nos voisins avec lesquels on a des intérêts communs. Mais maîtriser ces espaces de souveraineté, c'est là que se joue le contrôle de nos propres vulnérabilités et l'entretien de notre autonomie. Les 2 derniers facteurs sont des facteurs intéressants aussi qu'il faut avoir en mémoire en permanence. Valoriser nos atouts.
être à l'affût de ce qui se passe dans le monde pour y valoriser nos atouts. Nous avons toute une part aujourd'hui de compétences que nous n'utilisons peut-être pas assez. Et c'est avoir une conscience aiguë de ces atouts, les défendre, les engager, les promouvoir, pas de sous-estimation de ces atouts, car ils sont importants, et le gisement potentiel de tous ces atouts est à exploiter de façon importante. Le dernier, bien sûr, c'est quelque chose qui est la contrepartie de cette réflexion sur les atouts. Ben, il faut compenser nos faiblesses. Nous avons des faiblesses, nous les connaissons mieux que personne. La France connaît ses propres faiblesses. Elle doit à la fois les assumer lucidement, sans fatalité, sans faux semblant, et entreprendre les réformes qu'il faut pour pouvoir se mettre en position de maîtriser la transition stratégique à laquelle le monde se prépare. Et il faut pour cela connaître nos défauts congénitaux et y faire face. Voilà. Je crois que si vous avez en tête ces 6 facteurs pour les combiner, vous aurez, je dirais, l'idée de la façon dont on peut faire face à cette transition stratégique du monde qui va durer et dont je viens de vous expliquer les principaux fondements. Alors n'ayons pas peur de l'avenir, organisons notre positionnement dans cet avenir avec cette clairvoyance de tous ces facteurs à combiner, et aussi en regardant autour de nous, nos voisins sont ceux avec lesquels on a le plus de chances d'avoir des intérêts communs. Alors travaillons ces voisinages et n'ayons pas peur de l'avenir. Voilà le message que je voulais vous livrer ce matin en vous disant que la transition stratégique du monde est une chose complexe, mais elle ne peut pas être écartée de notre chemin, donc il faut s'y préparer.